Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée encore à un supplément de Vampire, donc V2. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de Chicago by Night. Alors, Chicago by Night est évidemment la ville essentielle, la ville, disons, vitrine de Vampire la Mascarade, comme le sera plus tard, enfin, comme le seront plus tard les Appalaches pour les loups-garous. L'idée, c'est que, si vous avez suivi cette série de vidéos, vous savez que juste avant, il y a eu un crossover extrêmement important qui s'appelle Under Blood Red Moon, qui est synthétisé sous la forme d'une attaque, ce qu'on appelle la guerre pour Chicago. Donc en gros, les loups-garous, les lupins, vont attaquer la ville et détruire une partie des vampires présents, dont le prince Lodin, qui dirigeait la ville depuis quasiment un siècle. Le fait que Lodin meure va changer beaucoup de choses, évidemment, au niveau des jeux de pouvoir présents et par l'arrivée de nouveaux vampires qui vont chacun essayer de tirer leur épingle du jeu avec la grande question qu'on avait déjà vue c'était dans Milwaukee by Night, où il y avait cette idée de dire qu'est-ce qui se passe quand un prince est mort et comment est-ce qu'on. Qui est un peu l'idée la plus classique dans Vampire, dans une ville, c'est vous tuez le prince, qui on met à la place? Est-ce que c'est un des joueurs? Est-ce que c'est un PNJ? Est-ce que c'est un primogène? Est-ce qu'on reste une sorte de statu quo? Sachant que, en général, dans les villes Camarilla, il y a besoin d'avoir un prince, ne serait-ce que pour les apparences. Le prince n'est pas forcé d'avoir du pouvoir, mais pour faire peur aux sabbats, pour. Au moins que, au moins que le cercle intérieur et par extension les justicards, quand ils arrivent, ils se disent que la ville est tenue parce que sinon eux aussi peuvent avoir un impact pour forcer la prise en main par un prince. Et la dernière chose que veulent des vampires qui sont bien au chaud dans leur ville, c'est que la politique de la ville soit dictée par des mecs à l'extérieur qui n'ont absolument rien à faire de leur bisbille et qui sont juste là pour s'assurer que la ville reste Camarilla. Et il y a les anarques, mais bon, ça on va en parler. Donc on a une euh, très belle illustration de Daniel, je ne sais plus son nom de famille, le monsieur qui nous avait fait, ça va me revenir évidemment, c'est Doug Gregory, donc le monsieur qui est parti chez Blizzard après, qui avait fait l'essentiel des illustrations de Children of the Revolutions. Et donc on va sans plus tarder passer dedans. Alors ça va être peut-être une vidéo qui est plus courte que les autres pour une raison simple, c'est que la majorité du supplément est identique à ce qu'on a vu sur Chicago V1, je vais juste m'attarder sur les changements. Donc, Chicago by Night, c'est toujours les mêmes, hein, c'est Andrew Greenberg qui fait l'écriture et c'est Stephen Crow qui est essentiellement cartographe, qui file un peu des coups de main. Il n'y a pas grand chose de nouveau, donc il y a l'idée qui commence à poindre dans les documents, enfin dans les crédits que comme j'avais dit, hein, les romans et les œuvres de fiction sont quelque chose qui sont extrêmement importantes pour White Wolf, et c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. C'est pas pour rien, évidemment, si le studio s'appelle White Wolf, c'est évidemment par exemple un hommage à, à Michael Moorcock, mais ce que vous savez peut-être pas forcément, c'est que White Wolf a édité les livres de Michael Moorcock pendant un temps aux États-Unis. Et là, il parle de Drums Around the Fire, donc qui est une collection, c'est un livre en fait qui regroupe des mythes et légendes sous forme d'histoire, des loups-garous. Donc il y a cette idée que tout va continuer du côté de White Wolf pour pousser sur toute une branche de romans, littérature. En France, on connaîtra essentiellement les livres de clan pour Vampire, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu du ok, comme du pas terrible, voire du carrément horrible. C'est Scorched Hearts, je crois, les cœurs écorchés, qui est une sorte de truc façon harlequin, soft porn, je vais arriver, softcore, donc un peu érotico-crassou. Mais en tout cas, ça fait les belles heures, hein. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour White Wolf, hein, faut jamais l'oublier. On a dans la série donc, il y a une petite notule dédiée à Thurgood Marshall, donc un peu toujours dans l'espèce d'idée très progressive et je pense impactante de beaucoup de gens qui avaient des aspirations de gauche chez White Wolf. On rappelle que Thurgood Marshall, c'est le premier afro-américain qui a siégé à la Cour suprême pendant quasiment 20 ans. C'est lui qui a plaidé justement le Brown versus, je sais plus, je sais plus, c'est United States, qui est l'un des deux cas qui a été porté à la Cour suprême qui a fait tomber la ségrégation. Donc c'est un mec extrêmement important, évidemment, enfin, pour l'approche que peut en avoir White Wolf, même si elle est toujours un peu bancale, il y a quand même des idées qui sont assez fortes et prégnantes, à savoir l'avancée des minorités, la lutte contre le racisme, la lutte justement contre la destruction de l'écosystème. C'est des choses qui sont propres et assez chères, je pense, à une majorité des gens de chez White Wolf, même si des fois
ça fonce dans le mur, en fait, dans ce qui est fait. Et j'aime beaucoup la citation est très belle, hein, la mort est irrévocable, mais mais l'emprisonnement à vie ne l'est pas. La mort, bien sûr, rend la réhabilitation impossible. Donc sans plus tarder, on rappelle, Chicago, c'est la plus grande ville, enfin, je crois que c'est la troisième ville des États-Unis, mais c'est la première population vampirique qui existe, sachant qu'en plus c'est la ville la plus importante de la Camarilla, parce que les deux autres villes les plus grandes, à savoir New York, est à cette époque-là en tout cas sous le contrôle du Sabbat, sauf Manhattan, et Los Angeles, donc la seconde ville la plus importante des États-Unis, est sous contrôle des anarques. Donc théoriquement, Chicago, c'est la première ville de la... Déjà, elle a une population vampirique extrêmement importante, mais c'est aussi la première ville de la Camarilla aux États-Unis au moins. Nonobstant le Canada que je connais pas trop, en tout cas du côté Camarilla. Donc on vous dit expressément, attention, plusieurs années se sont écoulées, donc il y a quand même quasiment 2 ans qui sont écoulés depuis Chicago by Night première édition. Il y a eu des changements, on vous informe que en tout cas le panel qui vous est donné se situe plusieurs mois après la fin de Under Blood Red Moon, donc sous une lune de sang, qui est la bataille en fait entre les loups-garous et les vampires. J'y reviens pas, j'ai fait toute une vidéo dessus. Très succinctement, donc comme je disais, hein, Chicago, c'est encore à l'époque une ville extrêmement importante, qui est empreinte d'une certaine mythologie américaine, notamment liée à la Prohibition, à Al Capone, et à une certaine image de la violence américaine, hein. Il y avait toute une époque où on disait qu'il y avait 2 personnes par balle qui mouraient à Chicago toutes les heures, je crois. Donc la ville reste à suivre les règles de l'Odin. Donc l'Odin a un petit peu modifié les règles en fait des traditions pour un peu imposer son régime. Les règles sont toujours respectées au moment où la V2 sort. Il y a aussi donc pas mal de choses qui sont mises en branle, notamment il y a beaucoup le clan Ventru va faire un peu la gueule, le fait que l'Odin s'est fait tuer par des vampires ou par des loups-garous selon votre version de l'histoire. Mais par exemple, on a un hommage à l'Odin qui est donné par Lady Anne, donc Lady Anne Bosway, qui est le prince, on rappelle, hein, qui est le prince de Londres, sachant que techniquement Mithras a disparu, donc Mithras c'est le très très grand prince de Londres qui est très très vieux, c'est un quatrième génération qui est extrêmement balèze et qui a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé après le Blitz, durant laquelle il a disparu, et donc c'est son infante, Anne Bosley, qui verrouille un peu tout le boulot. Donc l'histoire, je ne la change pas, vous la connaissez, très succinctement, c'est facile à comprendre. Il y a 2 vampires qui sont très très vieux, de la mythologie plus ou moins affectée. Alors c'est ça le truc aussi, c'est que il y a Hélène de Troie, d'un côté, qui est la vraie Hélène qui est la Hélène de Troie, disons, mythologique, et de l'autre côté, il y a un vampire qui s'appelle Ménélé, qui n'est pas exactement le Ménélé, enfin, c'est assez ambigu, en fait. Il y a beaucoup de cas aussi où, pour pas s'embêter, White Wolf va s'amuser à prendre des noms de personnages illustres, qui sont ou qui n'ont pas existé, mais qui sont empreints de mythologie. Il y a Ménélé, il y a aussi, on verra plus tard dans un supplément qui est abominable, qui s'appelle The Chaos Factor, que l'un des chefs de la lignée Baali se fait passer enfin quand il est arrivé en fait en Amérique centrale, s'est fait passer pour l'un des dieux pour le dieu de la guerre des Incas. Et là en l'occurrence, donc on a Ménélé qui n'est pas, enfin, c'est sous-entendu en fait que c'est un mec qui a pris l'alias du vrai Ménélé, mais en tout cas c'est lui qui a pourri la vie Enfin bref, c'est compliqué. Mais l'idée que vous avez à représenter, c'est qu'en gros, le clash entre Hélène. Il faut imaginer que Hélène de Troie a pu sortir de la guerre de Troie, a pu devenir une vampire, a détruit son. Donc c'est une Torador, a pu détruire son créateur, donc fait monter sa génération, passe en quatrième génération, et se prit la tête avec son ancien mari, qui est Ménélé concrètement, et qu'elle va agresser sans cesse, et lui va contre-attaquer, ce qui va évidemment créer des tensions abominables. Et partout où ils vont, c'est la destruction et le chaos qui s'ensuit. Donc ils vont en Amérique, ils vont à Carthage. Ménélé ne supporte pas, elle détruit, en fait c'est elle qui va permettre la destruction de Carthage. Ménélé ne va pas le supporter, il va essayer de la tuer, ensuite elle va détruire, donc il va la poursuivre à Pompéi, il va provoquer l'éruption à Pompéi, elle va être enragée, il va se barrer en Amérique du Sud, elle va le rejoindre, ils vont mettre à feu à sang l'Amérique précolombienne, ensuite il va se barrer, il va aller voir les Amérindiens de la région de Chicago. Ils vont se battre, elle va suivre les colons européens, il y a une grande baston, ils finissent tous les deux en torpeur. Et quelques siècles plus tard, malgré la torpeur, puisqu'il est méga balèze, Ménélé, en fait, qui a atteint Golconde, essaie de manipuler comme il peut les gens présents sur place, et c'est là où Hélène se réveille, et sous
enfin, sous l'apparence d'une novice, d'une jeune vampire qui s'appelle Portia, je crois, elle recommence son jeu de bataille. Et c'est essentiellement, c'est-à-dire que quand Chicago by Night première édition est dévoilée, on vous explique bien que quasiment la majorité, voire tous les primogènes présents, donc les primogènes, on rappelle, hein, c'est les plus vieux vampires d'un clan, qui servent d'opposition loyale au prince. C'est-à-dire que le prince, techniquement, fait ce qu'il veut, mais en dessous, il a des primogènes qui peut dire hop hop hop, attention, c'est quelque part, il faut que les primogènes aient l'accord aussi pour élire un prince. Et on s'aperçoit qu'en fait, tous les primogènes, à l'exception évidemment du primogène Nosferatu, sont contrôlés d'une manière ou d'une autre par Ménélet, soit parce que c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant, soit par Helena, qui les manipule ou les contrôle par le sang. Donc ça fait que, évidemment, Khalid, qui est le primogène Nosferatu, se dit oula, ça craint du boudin. S'ensuit donc l'arrivée, il y a un prince qui s'appelle Maxwell qui va arriver, qui est un jeune afro-américain au début du 19e siècle, qui va se faire pourrir et trahir par Lodin qui va prendre la fuite. Et Lodin va diriger, qui était un colon suédois, je crois, va diriger la ville pendant quelques temps. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi parmi les caïtifs et les anarques, il y a une personne qui monte, qui s'appelle Maldavis, qui est très jeune, qui est en fait manipulé, qui est un pion dans le jeu de l'inconnu, c'est-à-dire que l'inconnu a un moniteur. Les moniteurs sont des observateurs qui n'ont pas le droit d'agir, et le moniteur qui s'appelle Rebecca va en fait faire monter cette jeune fille qui a une très très haute humanité pour qu'elle devienne prince. Évidemment, ça va très très mal se passer. Et on en est là. Donc on est à un moment où Lodin est mort, et la question, c'est qui va lui succéder, sachant que les primogènes n'ont aucune envie de se mouiller pour accéder enfin, au statut de prince, et qu'en plus, il y a des nouveaux arrivants qui, eux, sont très intéressés par ce qui va se passer. La géographie ne change pas enfin, essentiellement. Hein. On rappelle Chicago, région des Grands Lacs, dans l'Illinois. Je passe souvent sur les côtés géographiques parce que c'est pas ce que je préfère, et je trouve que vous pouvez ouvrir n'importe quel livre, et ça c'est aussi intéressant. Puis il n'y a pas vraiment de changement extrêmement important sur la ville de Chicago, à part une certaine déliquescence qui va suivre l'industrie, évidemment, qui est aux États-Unis, mais qui est encore un petit peu, enfin qui commence tout juste en fait dans les années 80-90. Il y a juste la mention du Phanom. Donc le Phanom, on rappelle, hein, c'est le cœur du conflit présent dans Under Blood Red Moon, donc dans le conflit entre les loups-garous et les vampires, puisque le Phanom héberge un cairn, donc un lieu de pouvoir des loups-garous. Les loups-garous se font attaquer par les Black Spiral Dancers, donc les méchants loups-garous arrivent avec la pluie du sabbat pour corrompre ce lieu. Donc grosse baston, ils arrivent, ils défoncent tout le monde. Et ça se finit où, en gros, Inyanga, donc on rappelle, hein, Inyanga c'est la primogène gangrel qui est très très vieille, elle a été étreinte avant l'arrivée du Christ, décide de... En fait, et ça c'est un peu le truc naze aussi, c'est Under Blood Red Moon ne se passe, en fait les événements d'Under Blood Red Moon ne se passent parce que uniquement Inyanga est pas là. Et donc quand vous avez la méga primogène gangrel qui est pas là, forcément bah, les gangrels savent pas trop gérer, les loups-garous vont y aller, ils vont foncer comme des brutes, alors que si elle avait été là, évidemment tout de suite elle aurait compris ce qui se passait, et elle aurait protégé le Phanom. Donc ce qu'on vous dit, c'est que maintenant il y a une sorte d'alliance tacite, enfin le Inyanga protège le Phanom pour être sûr que, un, les Trémères mettent jamais leurs pattes dessus, et que deux, en fait, les loups-garous qui sont présents dans la ville, hein, notamment les rongeurs d'os, on rappelle qu'il y a des tribus de loups-garous qui vivent dans les villes, ne soient pas agressifs. Donc voilà, pour le reste, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On notera donc quelques nouveaux illustrateurs hein, qui sont présents, dont des gens que je ne suis pas trop fan, je ne vais pas mentir. Mais vous les avez croisés sur la V2, on les a déjà croisés, hein, évidemment, ces gens-là. On a nos Elysium avec le fameux Succubus Club, qui est le cœur historique de Chicago, en tout cas pour les vampires. Hop. The Hive, qui est un autre club. Et enfin, on arrive donc à Kindred, qui est la description des vampires. Donc on commence par tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas des mecs les plus connus. Hein, c'est essentiellement... c'est quelques-uns c'est essentiellement les gens qui faisaient partie des syndiqués. Donc il y avait il y avait des vampires qui avaient été étreints, qui faisaient partie des mouvements syndicaux, qui faisaient une lutte en fait face à Ballard et des mecs comme ça. Finalement, en fait, ils ont été défoncés. On notera aussi que les gens qui possédaient le Succubus Club ont été détruits. Prias, qui était la goule d'Helena, qui était une goule très ancienne, hein, a été détruite aussi. Mais vous voyez, il y a quand même un paquet de gens qui se sont fait défoncer.
sachant qu'il y avait près de 100 personnes, hein, il y a quasiment 100 vampires sur place, donc ça permet un peu d'affiner, disons, la troupe présente. On change d'illustrateur pour Ménélié et Elena, donc Ménélié, j'en parle pas, donc il est toujours en torpeur. Critias, qui est toujours le primogène, donc on rappelle, c'est l'enfant de Ménélié qui est toujours primogène Bruja. Patricia Bowling-Chrome, donc Tyler, qui on rappelle, celle qui a généré quelque part le mouvement anarque. Je vous réfère à Children of the Inquisition, mine de rien, en fait, elle a préféré se casser, parce que le Sabbat l'a contacté, le Sabbat commence à arriver en ville, et décide de la contacter en disant on sait que tu as une identité secrète, est-ce que tu rejoins nous ou ton secret sera éventé, donc tu ne pourras plus jamais être présente à Chicago. Donc elle s'est barrée, elle a été voir, en fait elle est actuellement à New York chez un vieux pote qui est Lambache Ruveraine. Rappelez-vous, hein, Lambache Ruveraine c'est un très très vieil anarque aussi, alors certes il fait partie du Sabbat, mais le truc avec Lambache c'est qu'il fait ce qui l'arrange, on va dire très concrètement. Mais il la protège. Maxwell, donc nouveau venu. Maxwell, c'est l'ancien prince qui s'est fait débouter par Lodin. Donc évidemment, vu que Lodin est mort, il a envie d'en profiter pour revenir et prendre la tête. Enfin, il commence à essayer d'étendre son influence pour reprendre la tête de la ville. Ça change pas trop. Donc Anita Wainwright, c'était une jeune, je crois que c'était l'amante, si je dis pas de bêtises, de Lodin. Le shérif, donc Balthazar, qui est toujours là, qui est toujours aussi horrible. Damien, donc, qui est l'enfant de Critias, qui ne le sait pas, donc qui est méga balèze, parce qu'il est 5e génération. Genji, ça c'est l'une des seules constantes de tout Vampire la Mascarade, c'est Genji qui passe toutes les... Ses stats ne changent pas en fait jusqu'en V5, il est toujours là, donc c'est un peu l'anarque éternel. Nouveau venu, alors Carlyle, qui est en gros le type qui reprend un peu la fédération des anarques, qui va s'entourer notamment c'est un ancien Black Panther, qui va s'entourer d'Andrei, qui est un survivant Bruja, c'est l'équivalent des Russes blancs en fait pour les vampires, c'est-à-dire que rappelez-vous, les Brujas vont prendre le contrôle de la Russie avec la révolution de Lénine, profitant de la mise en torpeur de Baba Yaga, qui est la plus vieille Nosferatu qui existe au monde, qui est méga balèze, sauf que qui dit Baba Yaga se réveille à la fin des années 80, c'est elle qui incite en fait la chute du mur, l'éviction de Gorbatchev. Et donc, grosso modo, elle commence à tuer tous les Brujas qui sont bien servis sur le dos de la bête pendant quasiment 100 ans. Et ce type-là est juste un des survivants qui se barre le plus vite possible pour éviter de se faire tuer. Les Caitives, donc Mal Davis, qui est, comme je disais, un peu l'utilisation, enfin le personnage qui a été poussé par Rebecca pour devenir prince, ça a échoué lourdement. Un peu tous ses acolytes, ça change pas trop. Dicky, Jasper Crevets, donc c'est des mecs qui sont pas hyper intéressants, c'est juste pour donner un peu plus de saveur à tout ça. Avec deux personnages supplémentaires, une espèce de grosse brute et une fille qui est complètement folle, en fait, qui a de l'humanité et qui est une serial killer, pour vous donner un petit peu de grain à moudre si vous le souhaitez. Au niveau des gangrels, donc Inyanga est toujours là, hein, c'est une très 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 vieille vampire, très balèze, avec son assistant qui était l'ancien boucher de la ville, en fait, qui bossait dans une usine d'abattage, un peu comme façon massacre à la tronçonneuse avec un gros maillet, qui est sur le point de passer lui sa batte. Rose Hernandez qui va devenir en fait la seule survivante dans la V5 des Brujas. Tous les vieux Brujas, enfin tous les vieux gangrels vont se barrer. Et elle en fait c'est quelqu'un qui cherche à libérer les animaux. Le Wolfpack, donc ça change pas non plus. En gros, c'est des bikers très très vieux qui datent de la Révolution américaine et qui font juste de la moto, un peu comme des gros débiles. Hein. Ça change pas trop. Les Malkaviens, donc on a toujours l'espèce de famille tarée avec la vieille Malkavienne qui a foutu le feu au XIXe siècle et qui a permis l'ascension de l'Odin, le fils qu'elle a créé dans sa fausse famille, la personne qui a plusieurs personnalités, ça change pas, et on a l'arrivée de 3 nouveaux Malkaviens qui sont la Trinité, qui a une drôle d'histoire. En gros, c'est des Écossais. Il y en a un qui a été, enfin, l'un a étreint. Il y avait 2 filles qui pouvaient pas se blairer. En fait, il y en a une qui était riche, une qui était pauvre. Il y a un type qui arrive, qui étreint en fait l'une d'elles, l'autre étreint l'autre. Donc ça crée une sorte de trinité où les 2 filles se détestent et se cachent. En fait, elles sont toutes les 2 présentes dans la ville. Et si jamais l'une savait que l'autre était présente, elles s'entretueraient habilement. Et le troisième, donc qui reste entre eux, est à moitié fou en fait, il comprend pas trop ce qui se passe, il est à moitié bestial, il est un peu particulier, et il aimerait bien que tout le monde s'entende, mais le problème c'est qu'il a une humanité très basse, mais qui n'est pas liée en fait à sa bestialité, enfin c'est pas lié disons à des actes vils, et c'est là où
où ça va vraiment disparaître, je pense, avec la Revise, hein, qui commence à être la grosse tension omniprésente, c'est qu'en gros, c'est un mec qui agissait comme une bête, c'est-à-dire il était déjà très solitaire, il vivait au fin fond des plaines, au fin fond de la tourbe écossaise quand il était jeune, quand il est transformé en vampire. Il a juste passé son temps à courir à droite à gauche et sauter sur les moutons, tuer des gens, enfin bouffer des gens. Mais il n'y a jamais eu, en fait, c'est plus l'aspect non civilisationnel qui fait qu'il a cette humanité de base, ensuite, après, en tombant amoureux des deux filles, enfin, c'est très particulier, enfin, c'est un peu rock'n'roll. Donc les Nosferatu, ça change un peu moins. Donc vous remarquez, hein, il y en a quelques-uns qui sont morts quand même dans toute la famille. Il y a le père qui est mort, et l'un des autres, Malkavien, si je dis pas de bêtises. Les Nosferatu, donc Khalid, en fait, ça c'est. Voilà, le truc des Nosferatu, c'est que. Alors c'est une blague récurrente, mais l'idée c'est que les Nosferatu sont toujours paranoïaques, donc ça va de soi, mais ils ont toujours l'impression que dans leur caverne, dans leurs égouts, il y a une autre force qui les tue, qui veut les tuer, qui les fait disparaître. Et donc il y a des Nosferatu qui disparaissent. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours plusieurs théories. Évidemment, la drôlatique, en fait, la raison pour laquelle c'est marrant, vient du fait qu'ils ont toujours raison. En fait, ils ont toujours raison d'être paranoïaques parce qu'il y a bien quelque chose dans toutes les villes qui sont présentes, à chaque fois que vous avez un Nosferatu, le Nosferatu dit c'est quand même bizarre, dans le By Night, on vous dit les Nosferatu disparaissent. Et il y a toujours une bonne raison. Donc il y a une raison de méta-jeu qu'on verra dans le livre de clan. Mais sinon, là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les Nosferatu se font tous buter les uns après les autres. Il y a plusieurs raisons. En fait, on vous dit, soit la raison, c'est que en gros, les trémères sont en train de manipuler le tout pour provoquer des inondations, et donc ça a tué les. En fait, il y a eu des effondrements dans les égouts, et donc ça a tué les Nosferatu, et c'est un peu un accident hasardeux qui fait bien leur affaire. Ce qui fait que Khalid était très très énervé et est venu en fait s'est mis dans la loge lors d'une représentation d'opéra. Il s'est mis dans la loge de Nikolai, donc qui est le primogène Trémère. Puis il a attendu, il était invisible, et puis il est apparu à la fin. Il a fait coucou en fait à Nikolai à la fin et le gamin a sursauté, ce qu'il a évidemment humilié devant tout le monde pour lui faire comprendre qu'à tout moment en fait Khalid pouvait arriver et le tuer. Donc ne pas tenter de changer. Mais c'est jamais vraiment expliqué pourquoi les Nosferatu disparaissent, sachant qu'il y a une autre raison aussi. Si vous rappelez, il y a une succube qui est présente. Et la succube loge justement dans les égouts et c'est une des raisons pour laquelle les Nosferatu sont si à cran, parce que la Nosferatu des fois bouffe, draine et tue en fait les Nosferatu. Donc l'essentiel des enfants et des protégés de Khalid sont morts. On a toujours Nathaniel qui est l'espèce de fou, l'ancien tueur, l'ancien chasseur de vampires, qui reste chasseur de vampires dans sa non-vie. On a un nouveau venu qui est Cédric Calhoun, qui lui en fait est un mec assez chelou, dont le seul qui s'est baladé en fait c'est juste c'est plus un gangrel en fait quasiment qu'un Nosferatu, et son envie en fait c'est de devenir prince. Donc il arrive, c'est une sorte de juge de paix, il arrive et puis il pose des questions, il dit moi je me verrais bien prince, c'est très innocent. En fait c'est marrant, c'est qu'il n'y a même pas de il n'y a même pas de méchanceté en fait. Tout ce qui se dit, c'est que tous les vampires sont maléfiques et que donc la seule façon en fait de contrecarrer ça, c'est d'apporter le plus de paix possible, d'essayer d'être un négociateur. Et c'est assez rigolo de voir une sorte d'océan de fraîcheur comme ça présente parmi des gens qui sont quand même assez cyniques et paranoïaques. Les toréadors, donc Portia, Elena, qui est la méga gros bille du groupe, Annabelle Triabel, qui est toujours la primogène complètement sous le contrôle d'Elena. Electria. Alors, Electria, c'est une infante directe d'Elena qui a réussi à casser son contrôle de sang, son lien de sang, parce qu'elle a été étreinte avant l'arrivée, donc antérieure à Jésus-Christ. Et elle arrive en ville sous une autre identité. C'est elle, en fait, qui est responsable c'est elle, en fait, qui a mis l'Odin sur le trône. C'est elle qui est responsable indirectement de l'étreinte de l'Odin sous la forme d'un jeu et qui l'a en fait manipulé pour qu'il soit prince de la ville. Donc c'est une sorte d'ancien power player, diraient les Anglais, donc grand manipulateur, qui arrive en ville, qui s'aperçoit que son jouet, l'Odin, était détruit, et qu'en plus, Elena, son sire, est présent. Donc qu'est-ce qu'elle va faire et comment elle peut gérer un peu toutes ces tensions, sans se faire pincer, évidemment, sans se faire passer par son sire. Eux étaient déjà là, donc Brett Striker, c'est un garde du corps d'Annabelle Triabel. Cathy Glens, c'est juste l'un des chanteurs. Au niveau des Trémères, ça change pas trop. Donc on a Nikolai qui est toujours l'espèce d'enfant originel quasiment étreint par le cercle intérieur. Abraham du Sable qui est le mec qui cherche à prendre la place de Nikolai pour aller très très vite.
Ericto qui a été transformé en Trémère et qui a pas envie, qui est quasiment un arc en fait, et qui a qu'une envie, c'est de se sortir de ça malgré le fait que Nikolai soit son sire. Bon, les nouveaux rituels, on va passer, sinon on va péter un câble. Et nouveau venu, alors ça c'est un peu la nouveauté de la V2. La V2 va introduire des nouvelles lignées, donc on aura les samedis par exemple, et on a aussi les gargouilles. Donc les gargouilles. Quand les Trémères deviennent des vampires, qui commencent à étreindre en masse des humains de la maison Trémère, donc qui est une maison de l'ordre d'Hermès, donc des magiciens humains durant le Haut Moyen-Âge, ils se prennent ce qu'on appelle la guerre de Massada. C'est-à-dire qu'il y a un humain qui arrive à se barrer et qui évente le secret auprès de la maison d'Hermès. Donc toutes les autres maisons, la maison Flambeau, la maison Ex Nihilo, arrivent et commencent à se mettre sur la tronche avec les Trémères. De ça, les Tsimiscés font une alliance avec les mages humains pour défoncer les Trémères, parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est très important pour le métaplot, la potion qui a permis aux Trémères de devenir des vampires est faite avec du sang Tsimiscé. Ceci est très très important jusqu'à GN. Et donc, les Trémères sont obligés de créer des espèces des choses pour, enfin, des rituels ou autres pour se protéger. Et l'un des rituels qu'ils mettent en place, ils capturent des gangrels et ils transforment les gangrels en gargouilles. Donc les gargouilles sont une lignée originelle absolument dégueulasse, qui implique de faire des rituels sur essentiellement des gangrels à l'époque, qui va transformer ces gangrels, donc déjà ça va les rendre très sensibles à la suggestion mentale, les dominer, les contrôler et faire que leur peau devienne comme de la pierre avec des ailes. Donc les gargouilles, le principe c'est ils sont pas très fut-fut en général, ils sont soumis, asservis aux Trémères. Par contre, l'avantage c'est qu'ils ont des ailes, donc déjà ils volent, et ils ont une discipline qui s'appelle Visceratica, qui en fait leur permet c'est des pouvoirs liés à la pierre. Donc par exemple, c'est comme dans Gargoyles, le dessin animé, ils peuvent se changer en pierre la journée pour dormir. Pour les casser, c'est très très compliqué parce qu'ils sont en pierre. Donc c'est vraiment les troupes de choc et les protecteurs des chantry, de la pyramide Tremor. Sauf que, évidemment, il y a toujours des choses il y a deux problèmes. C'est qu'en fait, plus une gargouille est vieille, plus en fait, la domination mentale qu'elle a subie perd un peu de son ampleur, et donc les gargouilles qui ont oublié leur vie antérieure se rappellent de leur vie, de ce qu'ils étaient en tant que vampires. On rappelle, les gargouilles, c'est des vampires à la base. Donc ils se rappellent de la non-vie qu'ils avaient avant, et des fois ils se rappellent de la vie qu'ils avaient avant, ce qui évidemment les met partiellement en colère et a tendance, disons, à provoquer des rébellions, et des rébellions subtiles, puisqu'ils connaissent leur maître, donc ils attendent tranquillement pour se rebeller. Ça sera le cas d'un personnage qui est très très important qui s'appelle Ferox dans le métaplot. Et aussi, ils se rappellent qu'ils étaient des gangrels. Et certains l'ont dit aux gangrels, et donc les gangrels ont aussi la haine, en fait ça c'est un autre truc, ironiquement les gangrels ont autant de haine envers les Trémères que les Tsimiscés. Et donc il y a l'idée que les gangrels, un jour, vont attendre, en fait, ça c'est on vous le dit, ils attendent en fait que les Trémères fassent une grosse bêtise, en gros qu'ils se fassent pincer, parce que le but des Trémères c'est de prendre la place des Ventrus, pour aller vite. Mais les Ventrus sont méga balèzes dans ce jeu-là, et les Trémères arrivent un peu plus derrière. Donc ils savent que si jamais au niveau de la Camarilla, les Trémères font une grosse erreur, les gangrels vont leur tomber dessus, et les gangrels se feront un plaisir de laisser les Tsimiscés les aider à massacrer tout le monde, malgré le fait qu'ils ne sont pas dans le même clan. Et c'est un peu l'enjeu en fait au sein de la Camarilla, en tout cas de ce point de vue-là. Donc voilà, en tout cas les Ublo Sata, donc il y a une très très grosse... Je crois que c'est le nom d'un grand ancien dans l'appel de Cthulhu. Je sais pas, la source, je crois. Bref, donc c'est une très très vieille gargouille qui est l'une des gargouilles les plus balèzes qui protège la Chantry de Chicago. Les Ventrus, donc Ballard a perdu un de ses enfants, mais il est toujours là, donc ce gros porc de Ballard est toujours là. Alan Sovereign, donc le comptable, Capone, je crois qu'il était mort, moi, Capone, bref, qui est toujours donc, le fameux Al Capone. Schumpeter, qui est l'un des meilleurs exemples de edginess, de violence, de brutalité du setting, où on vous dit que quand il était vivant, il battait sa femme et ses enfants, et qu'il était super heureux, et qu'il continue de le faire quand il est adulte, bref. Enfin, quand il est vampire. Kevin Jackson, donc, qui est celui qui est en charge, en fait, grosso modo, de tous les gangs de la ville. Joseph Peterson, qui est un journaliste.
et Bobby Weatherturn, donc qui est un hacker, en gros, qui a une histoire d'amour avec une infante. C'est un peu Roméo et Juliette, en fait. C'est le nerd qui est amoureux d'une toréador. Enfin, qui est, bref, c'est pas hyper intéressant. Euh, non, c'était Lorraine, j'ai dit des bêtises. Lorraine, c'était celle dont tu es amoureuse, Lodin, qui maintenant est un peu coincée parce que grosso modo, elle a pas, bah, elle a plus de protecteur. Edouard Nelly, je vous rappelle, je vous réfère à Bloodborne, qui était un scénario de la V1. En gros, c'est un mec qui a eu des gros problèmes avec un de ses anciens potes, et son ancien pote c'était du sabbat, et donc maintenant il est sous le contrôle du sabbat, pour aller vite. Mais il aimerait bien revenir dans la Camargue. Le sabbat, alors Philippe Rigaud, qui a presque le même nom de famille que moi, un ancien soldat de Louis XIV, qui a été en fait transformé pour se battre au sabre du sabbat. C'est toujours ça, hein, j'en parle souvent, mais le sabbat est censé, même si le sabbat est un culte, en fait un culte religieux, c'est essentiellement enfin, à la base, très vite, le sabbat s'est organisé sous une emprise militaire. C'est-à-dire que la majorité des plus vieux sabbatistes, pour aller vite, sont des militaires, parce que, un, ils sont faciles à manipuler, deux, ils se battent extrêmement bien, et tout ce qu'ils ont besoin, c'est une cause, en fait. Et c'est très facile de dire, hein, un jeune mec du sabbat, bah, de toute façon, tu sais la raison pour laquelle tu t'es fait tuer de ton vivant, c'est parce que en fait, ton roi était manipulé, enfin le roi adverse était manipulé par le clan Ventrue, donc il faut que tu te bases pour eux. Donc c'est un des plus vieux guerriers en gros du sabbat. Il y a des changements qui sont faits qui me désolent un peu, j'en ai déjà parlé, le fait que maintenant on a les fameuses chemins d'illumination, donc on vous dit que bah, en gros Philippe Rigaud il a 9 dans l'accord honorable, donc c'est le truc un peu des chevaliers pour aller vite. Qui fait partie du. Il est gangrel anti-tribu, ce qui. Ouais, bof. Parce qu'avant, en fait, le principe, c'est que les gens avaient des. Votre sire, enfin, votre clan, c'était le sabbat, et votre sire, c'était le sabbat. Donc, il n'y avait pas de notion de clan à proprement parler, à part les Lasombra, éventuellement, à part les Lasombra et les Tsimissé. Donc là, c'est pareil, une personne qui était déjà présente devient Tsimissé, enfin, avec des voies de pouvoir, enfin, c'est pas. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'est vraiment pas ma came en fait. Je pars du principe toujours que c'est plus intéressant si le sabbat est non jouable et si le sabbat n'a pas de stats ou de tour de passe-passe pour être jouable. En gros, en disant, bah, plutôt que de dire, effectivement, ils ont une humanité qui est très très basse, et c'est comme ça, et puis, donc ils tombent souvent en frénésie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des actes qui sont tellement atroces que, bah, de toute façon, ils ne pourront pas aller plus bas, et qu'il y a peut-être un gouffre entre le vassal, donc le fait de passer, de perdre son dernier point d'humanité, et, euh, et avoir une sorte de filet de sécurité, je trouve ça, enfin bref, j'en ai déjà parlé, ça sert à rien d'aiguiller là-dessus. On a un nouveau pack qui arrive avec une Dream Team ouf en fait, qui fait la nique. Ça c'est des nomades, hein, donc qui se déplacent par rapport à Philippe et Wendy qui eux sont sur place, ils sont fixes dans la ville, qui en gros sont tous des ordures, qui cherchent chacun à se foutre des coups de pied à droite à gauche. Donc il y en a un notamment, si je me souviens bien. Voilà, vous avez en gros déjà dans le groupe, il y a un infernaliste, un baba cool, donc chemin de l'harmonie, et les autres essaient de se mettre tous enfin, des bâtons dans les roues, donc c'est la joie du sabbat. On est tous potes, sauf qu'en fait on n'est pas vraiment potes, grand classique. Rebecca, donc, qui est le monitor de l'inconnu, qui n'a pas bougé trop. Varian, qui est l'enfant. D'ailleurs, en fait, c'est aussi marrant, on a encore une sorte de lignée unique, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais c'est l'un des serviteurs de Ménélé, qui est plus ou moins maintenant indépendant, et qui aimerait bien, en fait, s'aperçoit que tous les soucis qui sont arrivés à sa tribu sont arrivés de la faute de Ménélé, et il se dit peut-être qu'il va commencer à se rebeller. Marcel et son orchestre, non je déconne. Donc Marcel qui est un sétite, donc évidemment on ramène les sétites, on ramène les clans indépendants parce qu'on est en V2 et qu'on les a écrits dans le guide du joueur de la V1. Donc voilà, il est très méchant, il cherche à corrompre tout le monde et contrôler le service de la drogue. Du grand classique. Olivier Genet, qui est assez différent en fait, qui est un Giovanni, effectivement, mais qui est un Giovanni super humaniste. En fait, il a 9 d'humanité, et tout ce qui l'intéresse, c'est étudier la mort, mais pour sauver des gens. Et donc, les Giovanni le revoient en disant, bon bah, ça va te, ça va te faire les pieds, grosso modo, ça va t'obliger à devenir plus inhumain, et en fait, lui, il n'en a rien à faire, il fait son histoire et tout, je trouve ça très très cool. Enfin, personnellement, un Giovanni qui méprise tout ce que sont les Giovanni, qui pratique en fait la nécromancie et l'étude des morts uniquement pour aider les vivants, je trouve ça assez génial, perso. Et chez Jana, qui est vraiment l'archétype de la Ravnos, à savoir que c'est une survivante des camps de concentration qui a été étreinte durant la Seconde Guerre mondiale par un Ravnos pour se sortir, se libérer. Elle a détruit évidemment le camp de concentration et depuis elle erre à droite à gauche. Et évidemment, le fait que qui détestait les Ravnos, comme beaucoup de princes, soit mort, elle en profite pour venir
chez eux. Et on finit par Gulfora, qui est la succube de l'enfer présente sous la ville. Les coteries, donc ça va changer un petit peu, c'est là où il y a pas mal de modifications pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a eu des morts, il y a des gens qui sont partis, donc notamment Tyler, on vous la met en présente, mais elle n'est plus là. Les primogènes, ça change essentiellement pas, tout le monde est manipulé, sauf Khalid qui se dit comment est-ce que je vais m'en sortir. Avec aussi donc, une nouvelle fratrie, qui est enfin, une nouvelle coterie, qui est celle de ceux qui sont candidats pour être prince. Et là, c'est vraiment le truc le plus intéressant de cette V2, c'est qui peut potentiellement prétendre à être prince, et quelles sont leurs relations. Donc évidemment, vous allez avoir Damien qui cherche à renverser l'ordre établi, Modus qui rumine toujours à Gary, Peterson, le journaliste éventuellement, Jacob qui est aussi l'un des présents, en fait tous les enfants de Lodin sont prêts à sauter pour dire, vu que Lodin était mon sire, c'est mon tour. Cédric dont j'ai parlé, qui arrive un petit peu la bouche en fleurs, Juggler qui était l'anarque de Gary, donc Kevin Jackson, c'est lui qui va gagner en V5, celui qui deviendra prince, Al Capone, Maxwell qui revient, évidemment, Ballard qui pourrait le faire aussi parce qu'il a tout le pouvoir financier, Mal Davis qui se dit que peut-être c'est le moment de tenter sa chance, et du Sable qui, pour s'astreindre un peu de l'influence de Nicolas, se dit pourquoi pas moi. Et le shérif qui est toujours présent, Balthazar. Donc là, ça change pas non plus, tous les enfants de Lodin sont essentiellement survécu. Le Unknown, donc les rats d'égout avec Khalid qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a le Unknown, et c'est vous qui voyez, le Unknown est teasé et sera expliqué dans le clan de book Nosferatu, ne vous inquiétez pas. Et donc les relations essentielles sur les anciens, c'est-à-dire que les primogènes qui veulent maintenir le statu quo utilisent et manipulent les candidats qui veulent prendre la succession Lodin pour garder le statu quo, tandis que les autres, donc les nouveaux les nouveaux aînés qui arrivent en ville sont utilisés comme une source de rumeurs et de racontars pour les primogènes qui sont déjà présents. Donc comme vous imaginez, être primogène en ce moment, c'est pas terrible à Chicago. La Chantry, donc nos amis, j'aime beaucoup en fait parce que Portia est manipulé, enfin Portia a fait boire du sang à Nicolas, donc il est sous son charme, et la relation c'est waouh. Bref, évidemment, Ubo Slata, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une gargouille qui est loyale encore un petit peu au clan, mais elle a été envoyée par Vienne, parce que c'est une des plus anciennes gargouilles, donc grosso modo, elle observe Nikolai, et elle trouve qu'il fait un très mauvais boulot. Évidemment, lui se trouve extrêmement énervé, parce que, en gros, il y a une gargouille qui est censée être le truc, les gargouilles sont censées être vraiment au bas de l'échelle sociale des Trémères, et c'est une gargouille qui a plus de pouvoir, plus d'influence, et qui, en plus, est un chien à la solde de Vienne, donc assez terrifiant pour lui à gérer. Donc les deux espèces de sœurs qui se détestent. La trinité dont je parlais, c'est facile. 1 en humanité, 2 en humanité, 8 en humanité. Donc vous voyez tout de suite un peu comment les relations peuvent se faire. Le gang de Caroline, donc les nouveaux anarques qui arrivent en jeu. Les anarques de Juggler, ça change pas trop. Les nihilistes, donc c'est ceux qui veulent renverser le pouvoir établi. Le Wolfpack, ça change pas. Baby Chorus, donc c'est les chanteurs. Gary, donc ça c'est complètement laissé de côté, c'est vraiment un héritage de la V1. Et du livre de base, tous les gens qui tournent autour d'Annabelle au niveau de l'Elysium, et c'est rigolo de voir que le Nosferatu essaye un petit peu de remonter dans ce sein-là. Et le Sabbat, nos amis du Sabbat, donc, qui en gros sont tous en train de se tirer sur la bourre, avec Philippe qui essaye tant bien que mal de gérer tout, mais tout le monde est complètement... Enfin, ils se tirent tous la tête dans la bourre, il y a des infernalistes, donc c'est le grand truc du sabbat, c'est qu'on est tous copains, mais en fait, on cherche tous à s'entretuer, sauf le con qui dit non traditionnaliste, qui cherche, lui, à faire son job, et qui doit gérer tout ça. Donc là, les nomades, les alliés de Maldavis qu'ils utilisent, en fait, pour manipuler et potentiellement mettre un prince à leur goût sur le trône. Et enfin, on a quelques éléments qui sont pas ouf, qui vont être repoussés dans un supplément de la Revise qui s'appelle The Gilded Cage, donc la cage dorée, sur la politique et les morts vivants, qui bossent essentiellement sur le système politique des humains et comment les vampires ont une influence dessus. C'est pas mal de boulot, c'est assez dense, c'est pas si mal foutu, mais il faut quand même avoir un petit peu de connaissances en fait sur le système américain, parce que c'est pas forcément facile et ça implique beaucoup de choses, avec évidemment aussi le pendant vampirique, ou comment est-ce qu'on forge des alliances, comment est-ce que le clan influence sur la politique, sachant que tous les clans ne sont pas aussi, évidemment les Malkaviens par exemple, aucune organisation et sont très indépendants, alors que Nosferatu bossent tous ensemble,
L'utilisation de statues, donc qui est l'un des avantages arrière-plan disponibles pour les vampires et comment ça marche en fait à ce niveau-là, au niveau du jeu politique de la ville. Est-ce que vous avez des gens qui vous aident, des alliés, votre crédibilité? C'est un gros morceau, hein, parce que mine de rien, c'est quand même une vingtaine de pages, et je pense que ça aurait été préférable de l'utiliser dans le... On va en reparler un petit peu, mais dans Elysium, qui est le- l'autre côté de la pièce du livre Anarch, vous aurez, où on joue des anciens, justement, il y aura, à mon avis, il y aura plus de focal là-dessus. Et donc voilà, on a fait le tour avec un petit teaser sur Masquerade, donc la version live du jeu de vampire. Comme vous voyez, hein, Chicago, ça reste toujours aussi bien, mais c'est évidemment, j'y passe beaucoup moins de temps parce que j'ai essayé très succinctement de parler que des modifications de la V2. Donc c'est assez simple, hein, c'est comme dans n'importe quel jeu quand il y a des changements d'édition. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, mais mais il y a pas trop, il y a les nouveaux changements de règles, donc de clans qui sont intégrés. Vous avez vu avec les nouvelles lignées, avec les nouveaux clans. Mais concrètement, il n'y a pas beaucoup de chances qui changent sur Chicago, mais ça reste un truc très solide et je peux comprendre que les gens, quand ils jouaient à Vampire et qu'ils n'avaient pas la V1, bah, ils achetaient directement Chicago by Night seconde édition parce que ça reste un très très bon bouquin. Et c'est rigolo de voir qu'ils ont infusé le pitch de Milwaukee. Donc Milwaukee, on rappelle, hein, dans Milwaukee by Night, dans la ville, il n'y a plus de prince, et donc c'est qui va devenir prince. Et ils ont dit de dire que c'était une très bonne idée. En plus, suivant le crossover, bah, c'était essentiel. L'Odin est détruit, hop, et l'Odin, donc qui va prendre sa succession, sachant que les primogènes ne veulent pas qu'il y ait de prince qui arrive, enfin en tout cas pas un prince qui n'est pas validé par leurs soins. Avec toujours bah, les deux anciens, les deux Mathusalem dans l'arrière-fond qui se font la guéguerre. Donc voilà, non, c'est un super bouquin. Il n'y aura pas de Chicago by Night en Revise, alors ça c'est toujours rigolo, on n'a jamais su pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'aimerais bien savoir. Mais la ville emblématique, en fait, va un peu disparaître. Elle va revenir en V5, notamment, que je ferai pas, hein. Encore une fois, la V5, c'est trop dense, compliqué. Et je suis pas... Autant mécaniquement, j'adore la V5, je trouve que c'est une très bonne édition. Autant le lore, il est pas... Enfin, l'évolution de l'histoire... Ils auraient dû faire un vrai reboot, en fait, pour moi, hein, c'est évident. Plutôt que s'amuser à faire une pseudo-suite où on ne sait pas pourquoi dans la V5. Elena est toujours là, alors que Ménel n'est plus là, et on vous dit, ouais, mais les anciens, enfin, ils sont appelés, ils vont se battre au fin fond du Moyen-Orient, alors pourquoi est-ce que Ella est là, alors qu'elle est méga balèze, je ne sais pas. Plein de trucs que je ne suis pas trop fan. Le seul truc que j'aime bien, c'est que Jackson, donc l'Afro-Américain qui était qui était l'enfant de l'Odin, revient et devient prince. Je trouve ça plutôt cool. Que Damien devient shérif. Enfin, il y a des trucs qui sont assez chouettes, mais après d'autres trucs que je trouve débiles. L'Odin est en vie, par exemple. Alors ça, je trouve ça nul à chier. Le fait que, ouais, je sais pas, je suis pas. V5, j'ai des vrais problèmes. Puis même esthétiquement, j'ai des vrais problèmes parce que KMG, donc Kevin, enfin Anderson, donc qui est l'un des illustrateurs classiques, va faire des illustrations un peu aquarelles, mais la majorité des dessins sont refaits, c'est dégueulasse, on a l'impression que c'est de l'IA. Rien ne correspond, par exemple, Balthazar, qui est un mec un peu gros, avec un Stetson, qui est une parodie en fait de shérif américain du sud des États-Unis. Il est super, dans l'illustration, il est super buff et tout, il a une petite moustache, genre c'est le gentleman du XVIIe siècle, enfin gentleman plutôt bagarreur, façon britannique, boxeur. Il y a plein de trucs comme ça, je ne comprends pas la décision derrière, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Donc pour moi, c'est un peu difficile et j'ai survolé vite fait c'est quoi, c'est Bloodstained Streets, je crois, qui était 5 suppléments justement, qui donnaient aussi des éléments sur comment évoluer en V5, Milwaukee notamment. Gary, bon, c'est pas officiel non plus, hein, en gros, on vous dit qui est enfin prince de Milwaukee, donc c'est Decker, donc le chef des Anubis, donc des chefs qui étaient les garous, enfin les gangrels qui protégeaient la ville des garous, mais c'est pas, je sais pas, j'ai pas trouvé ça dingue vraiment, ça m'a pas transcendé. Après, c'est toujours pareil, hein, moi je dis, en V5, ils auraient dû faire un reboot. Ils auraient dû dire, ok, tant pis, la gêne n'est pas encore arrivée, on refait la ville comme on veut, point, mais on s'embête pas d'un arrière-plan, parce que le problème, c'est que tout l'historique vient plomber cette nouvelle version, parce que, moi je la compare sans arrêt au vieux Chicago, et ça marche pas, en fait, de faire une évolution. Faut mieux partir d'une table rase et proposer quelque chose de différent. Et je sais qu'évidemment, beaucoup de gens vont me dire, bah ouais, mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Vampire the Requiem. Alors pourquoi pas, mais à ce moment-là, tu gardes Vampire la Mascarade. Tu fais comme la V20, en fait, tu prends Vampire la Mascarade et tu changes un peu de choses. C'est ce qu'ils avaient fait notamment dans la V20, c'était pas mal. Si jamais vous avez l'occasion de lire le supplément sur la liste rouge, donc on va traiter bientôt, hein, qui s'appelle
la Red List, en fait, le Kindred's Most Wanted, donc ils sont en fait les méchants, enfin les vampires recherchés activement par la Camarilla pour les détruire. Ils ont un peu changé la liste, et je trouve que ça marche pas trop mal. Ils ont fait des incursions, donc ils ont gardé des classiques, mais ils ont changé tout le reste, sans s'astreindre à une temporalité, en fait. En disant juste, il y en a qui sont morts, donc on les a retirés de la liste, mais d'autres qui sont toujours là, et je trouve que c'est assez pertinent. Ils auraient plutôt dû faire un truc comme ça, ou même l'évolution du setting dans le Beckett's Diary, donc une sorte de journal de tout le métaplot de vampires réunis dans un bouquin, avec des pistes que vous pouvez vous-même faire évoluer. C'était pas déconnant, mais ça m'embête parce que j'ai l'impression de casser du dos sur la V5, parce que je fais un peu, hein. Mais moi, elle m'a pas transcendé, malgré le fait que mécaniquement, le jeu est beaucoup plus costaud et bien mieux que Vampire classique, on va dire. Voilà, donc en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!